cours sera comme suit, après une introduction générale. Ça va être un petit rappel de ce que vous avez fait l'année dernière avec le professeur Moussa. On va parler des structures complexes de type MO3, AMO3, AM2O4. Bon, on verra ça après en détail. Il y aura aussi la non-stoichiométrie, que ce soit cristal parfait, réel, et aussi les défauts dans les cristaux. Et enfin, le troisième chapitre, c'est les solutions solides, que ce soit des solutions solides de substitution ou d'insertion. Et aussi, on va voir avec la loi de Descartes. Bon. Alors aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel de ce que vous avez fait l'année dernière. Et dans tous les cas, comme vous savez, les états physiques, il y en a trois. Bon, bien sûr, il y a gaz, liquide et solide. Alors, la différence entre les trois, c'est que vous avez des états non condensés et des états condensés. Lorsque je parle non condensés, surtout les gaz, vous voyez donc les molécules de gaz, ils prennent le volume, tout le volume. Et pour les états condensés, que ce soit des liquides ou des solides, on peut trouver deux états. En fait, surtout, on parle de solides cristallisés ou solides ordonnés, c'est de cristallisé, ou un solide amorphe ou un liquide. Donc, comme vous savez, par exemple, si vous prenez le liquide, donc c'est un état désordonné. Et pourquoi? Parce que les molécules d'eau, ils vont occuper le volume dont il existe d'une manière statistique, d'une manière désordonnée. Et donc, c'est un état désordonné, là, non ordonné. Par contre, si vous prenez un solide cristallin ordonné, comme vous avez vu, par exemple, les NaCl, CaF2 et tout ça, donc c'est des mailles qui se répètent le long des axes X, Y, Z. Et donc, vous avez, par exemple, des atomes l'un contre les autres. Et vous voyez, on va avoir un ordre bien déterminé. Et donc, on parle d'un état ordonné. Il y a aussi, il y a pas que les liquides, il y a aussi des solides qui sont amorphes, qui sont désordonnés. Par exemple, des polymères. Il y a aussi des matériaux non cristallins où il y a un désordre. Alors, les matériaux les plus que vous connaissez déjà, c'est par exemple le verre. Si vous prenez le verre, il y a la partie en fait de matériau principal du verre, c'est l'oxyde et CO2, c'est la silice. Et la silice, il y a deux variétés. Il y a la silice qui est cristallisée et il y a la silice qui est amorphe ou sous forme de verre. Et donc, un verre, c'est un matériau désordonné. C'est ce que vous avez dans vos fenêtres. Donc, vous avez un verre qui est transparent et cette transparence est due normalement à selon des ordres des atomes entre eux. Et donc, l'air, il peut passer, etc. Par contre, si vous prenez un matériau cristallisé, c'est le cas, par exemple, de SiO2, vous voyez, par exemple, si on regarde les deux, c'est toujours des SiO4, c'est un tétraèdre de SiO4, mais la façon comment ils sont liés entre eux, là, ils forment voilà, un anneau de 6 SiO2 qui sont ordonnés les uns aux autres dans tout le plan. Par contre, là, vous voyez, on peut trouver des anneaux A7, A6, A5, et ils sont liés entre eux d'une manière désordonnée, et ce qu'on appelle un réseau désordonné du verre du silice. La meilleure technique pour étudier un petit peu, caractériser ces matériaux, c'est la diffraction des rayons X. Et donc, lorsqu'on a un matériau cristallisé, on obtient un spectre bien résolu avec des pics. Et ces pics, normalement, ce sont les HKL. Les HKL, ce sont les plans réticulaires qui sont bien ordonnés. Ce sont eux qui diffractent où il y a la diffraction des rayons X en satisfaisant la loi de Bragg de sinus d'état. Et là, on trouve chaque pic caractéristique d'un plan HKL. Par contre, concernant le verre, donc il n'y a pas de pic, il n'y a pas de famille HKL qui sont ordonnées. Donc, vous voyez, généralement, on obtient un spectre sous forme de patate, vous voyez, et donc il n'y a pas de pic. Et donc, déjà, vous avez un matériau cristallisé ou non cristallisé
avec les rayons X, on peut différencier entre eux uniquement par soit la présence des pics HKL ou la non-existence des pics. Voilà. Alors, si vous prenez par exemple aussi là, le carbone, il y a deux variétés. Ça peut être le diamant ou le graphite. Le carbone diamant et le carbone graphite, c'est toujours du carbone, mais la façon comment ils sont liés entre eux, ça forme deux variétés qui sont vraiment différentes de point de vue propriété. Par exemple, vous prenez le graphite, c'est le fameux, bon, c'est les crayons dans lesquels on écrit, et donc vous avez la poudre qui est noire, c'est du carbone graphite, et sa structure est sous forme de feuillet, et le fait qu'il est sous forme de feuillet, il se casse facilement, et vous voyez un matériau qui est très fragile. Par contre, le carbone diamant, s'il occupe un cubique à face centrée, c'est ça en fait la structure du carbone diamant, donc ça donne des liaisons qui sont très très fortes, c'est des liaisons covalentes très fortes, et donc parmi les propriétés du carbone, c'est le matériau le plus dur. C'est déjà les engins avec lesquels on fait la prospection du pétrole dans le fond des océans. La tête de ces engins, c'est à base du diamant. Pourquoi? Parce que c'est un matériau très dur. Vous voyez, donc, c'est les mêmes atomes, mais uniquement la façon comment ils sont orientés ou la façon comment ils sont ordonnés. Donc, vous avez des propriétés qui sont vraiment différentes. Alors, il y avait deux types de classement général. Soit on peut classer les solides à partir de leur liaison, de trouver des solides covalentes, selon le solide covalent, par exemple, c'est le cas ici, des solides moléculaires, TSL4, etc., ou carrément selon l'organisation cristalline. Et donc là, c'est ce que vous avez vu l'année dernière, vous avez fait ceci, et là, vous avez énuméré plusieurs types d'organisation cristalline, que ce soit le NaCl, CaF, de la fluorine, la perovskite, etc. On va revenir aujourd'hui là-dessus pour vous rappeler un petit peu l'ensemble de ces structures. Et donc, vous voyez, par exemple, si vous prenez les atomes, on va supposer qu'ils sont sphériques, donc les mêmes atomes, la façon comment ils s'organisent entre eux, soit on peut trouver des empilements qui sont compacts ou non compacts. Compacts, vous voyez, il y a pas beaucoup de vides, ou les vides ils sont petits. Par contre, les non compacts, vous voyez, il y a les vides ils sont plus grands par rapport aux empilements qui sont compacts. Et donc, si vous regardez la différence, c'est que je prends cet atome central, il est entouré généralement par 4 sphères. Vous voyez une qui est tangente, 1, 2 et 3 et 4. Et donc, vous voyez, comme la coordination de cet atome, c'est 4. Par contre, si vous prenez cet atome qui est au centre, la coordination, elle est de 6. Vous voyez, elle est tangente à 6 atomes. Et donc, cet empêlement, c'est ce qu'on va appeler par la suite. Généralement, c'est la plus existe dans la nature. Et ces empilements, ça donne le mode d'empilement, c'est le cubique à face centrée et aussi l'hexagonal compact. On verra aussi pour les empilements non compacts, que ce soit les cubiques centrés, etc. Donc, si on prend l'empilement qui sont compacts, donc la première, le mode, c'est le cubique à face centrée. Le cubique à face centrée, donc ce que vous avez des atomes dans le plan qui sont entourés par chaque atome et les tangents à 6. On ajoute d'autres plans B sur les sites qui est en haut. Après, si on ajoute un autre plan en haut sur les lacunes, c'est des empilements, c'est des plans C. Et donc, selon la direction 1, 1, 1, on va trouver cet empilement ABC, ABC. Et donc, c'est la plus petite maille qui va se répéter le long des 3 axes qu'on appelle l'empilement cubique à face centrée. Par contre, si vous prenez l'hexagonal compact, on a la même chose. On a un plan A sur le plan X ou Y. On ajoute en plus sur les lacunes notre plan B.
et on refait le même plan A, et donc on va trouver le plan ABA, et donc c'est l'hexagonal complexe. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est la différence entre les deux. Là, vous avez ABC, et là, vous avez ABA. Et donc, par exemple, l'hexagonal compact, ça dépend des atomes. Il y a énormément de métaux qui cristallisent dans ce mode hexagonal, ce réseau hexagonal compact, que ce soit le cadmium, magnésium, le zinc, la même chose pour les cubiques à face centrée. Et on a, comme vous avez vu avec le professeur Bumstal, vous avez pour un hexagonal compact, vous avez un C sur A égale à 1,63, le rapport du paramètre C avec le paramètre A. La coordinance, c'est égal à 12. Vous voyez, par exemple, l'atome qui est central ici. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 6 dans le plan. Et vous avez 3 qui sont au milieu et 3 du milieu en haut. Et donc, la coordinance est égale à 12. Voilà, donc AB, 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 c'est l'hexagonal compact, ou la symétrie hexagonale, et la symétrie cubique, selon 1, 1, 1, vous avez ABC, ABC, etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de structures cristallines, et divers métaux usuels que peut avoir ces deux réseaux, que ce soit hexagonal ou cubique à face centrée. Vous avez une compacité de 74%. Ça veut dire qu'il reste 26% de vide ou de lacune. Et il y a aussi des réseaux qui sont non compacts, vous voyez, de l'ordre de 68%. Donc, il reste beaucoup de vide, de l'ordre de 32%. Et donc, c'est le cas du cubique centré. Par contre, là, pour les 64%, c'est le réseau hexagonal ou le cubique à face centrée. Et vous voyez, par exemple, il y a plusieurs métaux qui ont la structure hexagonale, beryllium, magnésium, titane, zirconium, le cobalt, etc. Par contre, pour les cubiques à face centrée, on peut trouver le calcium, le strontium, le nickel, platine, cuivre, etc., le plomb. Et pour le cubique centré, pour des réseaux qui sont non compacts, c'est le cas du barium, vanadium, niobium, tantane. Vous voyez, donc dans la nature, on peut trouver les différentes structures que nous avons. Voilà, donc pour le cubique centré, c'est les 0, 0 de l'origine, et vous avez deux 1,5 avec un 0. Donc 0, 1,5, 1,5, 1,5, 0, 1,5 et 1,5, 1,5, 0. Donc ce sont les milieux des faces. Par contre, pour l'hexagonal compact, on prend généralement pour la maille, la pseudo-maille, et donc on trouve elle est sous forme de 0, 0, et on ajoute qui est au milieu, soit 2 tiers, 1 tiers, 1,5, ou 1 tiers, 2 tiers, 1,5. Donc vous voyez, dans la pseudo-maille, vous avez 2 atomes, donc ça veut dire que la maille hexagonale, vous avez 6. Et concernant le cubique à face centrée, vous avez 4 coordonnées, et vous avez 4 atomes. Pourquoi? Parce que si vous prenez au sommet, c'est 1/8, donc c'est un atome, mais vous prenez les faces, il y a 6 faces. 6 fois 1,5, ça fait 3, et 3 plus 1, ça fait 4. D'accord? Alors, voilà, je vais arrêter ici. Après, je vais vous parler du... Excusez-moi. Je vais vous parler par la suite de... Voilà, donc je vais suspendre.